Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Le sabre laser à votre ceinture. Il y a que les Jedi qui en ont des armes comme celle-là. L'arme noble d'une époque civilisée. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? La force? Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'ancienne République. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Je sens monter ta colère. Je suis sans défense. Prends ton arme. Tu peux me terrasser avec toute la force de ta haine et tu auras terminé ton voyage vers le côté obscur. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Le conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi. Je te le promets. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire contre-attaque et de ce qui s'est passé avant. Voilà. Entre l'épisode 4 et 5. Voilà. Et vous l'avez entendu, je suis toujours en compagnie de Durz. Et oui, je suis toujours là. Pour commencer, je voudrais remercier tous les auditeurs qui ont écouté le dernier podcast. On a eu une petite explosion des visites quand j'ai publié le podcast sur le blog. On est passé à 300 visites pour le jour seul en fait, donc c'est assez énorme. Merci à ceux qui ont continué à poster des commentaires, qui nous ont contactés éventuellement par Twitter, Facebook ou directement sur le blog. Donc je redonnerai toutes les coordonnées à la fin de l'épisode pour ceux qui veulent nous contacter. Et voilà. Donc on va commencer le podcast par un petit récap en fait de ce qui s'est passé entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Donc après il s'est passé pas mal de temps. Exactement. Donc après la destruction de l'étoile noire jusqu'à l'attaque de la base Echo, l'Alliance a subi pas mal de revers. Et ensuite donc on va faire l'épisode 5. Donc tout ce qui est dans l'Empire contre-attaque, qui a un rapport avec l'univers étendu et qu'on voit pas forcément au premier abord. Voilà. Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur interstellaire le Vengeur. Bien. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millennium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Donc pour commencer, dès la fin de l'épisode 4. Dès la fin de l'épisode 4, on a la destruction de l'étoile noire. Ce qu'on voit principalement, c'est donc l'étoile noire est détruite. Les rebelles sont toujours sur Yavin. Ils sont un peu coincés puisque les forces de Vador sont arrivées assez rapidement. Parce que Vador est toujours pas mort, hein, bien sûr, il a été un peu éjecté dans son chasseur. Et sa flotte est arrivée et a fait un blocus de la lune de Yavin 4. Ce qui a vraiment coincé les rebelles sur Yavin. Ils ont tenté quelques sorties, bien sûr, parce qu'il fallait quand même aller récupérer des informations à droite à gauche, démerder pour pouvoir sortir. Et c'est comme ça que le Faucon Millennium a réussi à forcer le blocus. Que Luke également a réussi à forcer le blocus. Il est sorti donc de Yavin 4. Il est allé récupérer des informations sur un soi-disant nouveau super destroyer qui devait sortir. C'est en fait un piège orchestré par Vador qui cherchait donc à atteindre Luke parce que c'était le pilote qui avait détruit l'étoile de la mort. Donc il avait organisé une sorte de pseudo-complot comme quoi des amiraux impériaux voulaient faire sécession, rejoindre l'Alliance, sauf que parmi les impériaux, il y en avait réellement qui voulaient rejoindre l'Alliance, et il n'y en avait qu'un seul qui était plus ou moins fidèle à Vador, et qui a trahi, et qui a prévenu Vador que Luke était présent. Luke est le héros, il s'en est sorti, et il a quand même réussi à récupérer les plans du supercroiseur, donc ça a été vraiment un gros échec. Il y avait vraiment un supercroiseur.
Ouais. Qui est l'Executor, le vaisseau amiral de Vador. On voit d'ailleurs voilà, dans le... tout le long de l'épisode 5. Exact. Donc on a ce blocus qui est sur Yavin. Et les rebelles vont réussir à s'en sortir à cause d'une pseudo-stratégie impériale qui va foirer. C'est-à-dire que l'amiral qui était fidèle à Vador là, sur la trahison des autres officiers, c'est l'amiral Griff. Il va tenter en fait de sorte de reculer les croiseurs de Yavin, faire croire aux rebelles que le champ est libre pour les faire revenir. Sauf que les rebelles ont été plus rapides que prévu et dans le temps où il a fait reculer ses croiseurs pour les faire revenir, le vaisseau amiral de Vador, donc l'Executor, le fameux Super Destroyer, est arrivé. Et quand les croiseurs sont arrivés, ils ont percuté l'Executor. Par chance pour lui, l'amiral Griff était dans un des vaisseaux qui a été détruit donc, par la collision. Ça a provoqué de très lourds dégâts sur l'Executor. Par chance pour lui, il est mort dans l'explosion de son vaisseau. Ah bah oui, parce que sinon... C'est vrai que de toute manière, il n'aurait pas survécu à Vador derrière. Voilà. Connaissant son aversion pour les erreurs de ses hommes. Voilà. Donc, en fait, Vador avait prévu d'utiliser l'Executor pour justement forcer les rebelles à sortir, pour un peu pilonner la base en espérant capturer le plus possible. Mais grâce à l'erreur de Griff, les rebelles ont quand même réussi à s'échapper. En s'échappant, Luke a atterri dans la queue d'une comète. Et cette comète l'a entraîné jusqu'à la planète Hoth. Donc après quelques péripéties sans vraiment grosse importance, il a rencontré des droïdes d'anciens officiers. Enfin, c'était des droïdes qui avaient qui étaient, on va dire, qui avaient l'apparence d'anciens membres de l'Empire, qui voulaient justement quitter l'Empire et rejoindre l'Alliance. On sait pas au début que c'est des droïdes, puis après on le sait. Enfin, c'est pas vraiment très important. C'est juste qu'il y avait d'autres personnes sur Hoth quand Luke est arrivé. Donc la planète n'était pas totalement déserte, quoi. Non, elle n'a jamais. De toute façon, il y avait déjà des installations en fait quand ils sont arrivés. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs expéditions sur Hoth, toujours dans le but de les rendre habitables. Il y a eu une guerre qui s'est déroulée entre les Sith et les Jedi dans le système Hoth. C'était, il y a, je crois, en moins 5000 ou quelque chose comme ça. Ou au moins, non, c'était en moins 2000. C'était avec quand les Sith étaient vraiment très nombreux, juste avant l'instauration de la règle des deux par Dark Bane, il y avait eu un peu un conflit là-dessus. Je crois que c'est dans l'épisode 3 ou 4 que j'en parle. Voilà. Donc Luke découvre Hoth. Il arrive à contacter le Faucon Millennium, puisque il est un peu coincé sur la planète, donc il ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'il s'y est échoué en fait ou... C'est surtout, il a trouvé une planète qui est désertique, donc qui conviendrait bien à l'Alliance. Le problème, c'est que il a eu quelques petits soucis lors de l'atterrissage quand même. Il était dans la queue d'une comète, donc c'est sûr que ça devait pas être pratique. Voilà, son vaisseau était un petit peu endommagé. Il arrive à contacter les rebelles, et avec tout ça, on peut, Yann connaissait déjà l'existence de Hoth, puisque quand il était contrebandier, il y a fait quelques escales. C'est comme ça qu'en fait, le haut commandement de l'Alliance a décidé de s'établir sur la planète. Voilà. Une planète un peu reculée où ils peuvent se planquer, parce qu'il n'y a personne. Ouais, tout à fait. Afin de se cacher efficacement, on va dire, Luke, Yann et quelques autres, on va dire, membres de l'Alliance, bêtement, ont mené plusieurs missions de reconnaissance sur des mondes très similaires à la lune de Yavin 4, qui sont considérés comme des planètes de type jungle, pour faire croire justement aux espions de l'Empire que l'Alliance cherchait particulièrement ce type de planète pour se cacher. Bien évidemment, c'était complètement l'inverse, puisqu'ils se sont planqués sur une planète glacée. Et ils ont établi la base c'était le Echo. but du coup de se planquer, enfin de détourner l'attention. Voilà. Faut savoir que la base Echo, donc qui est la base qu'on voit dans l'Empire contre-attaque, a mis 2 ans à se construire. Et il y a 3 ans qui séparent donc les 2 films. C'est-à-dire que finalement, la base Echo n'a été utilisée que pendant 1 année entière pour l'Alliance, avant d'être complètement assiégée. Elle aurait pu servir plus longtemps,
si l'Empire avait pas envoyé de droïde sonde. Mais bon. S'ils n'avaient pas découvert tout Voilà. simplement la base, quoi. Exact. Et bien sûr, pour construire une base dont la construction dure quand même 2 ans, avec des gros générateurs de boucliers, des gros moyens, parce qu'on ne voit finalement que les hangars et quelques salles de commandement, mais il faut savoir que la base s'étend sur 7 niveaux en dessous de la glace, ce qui est juste Il y a énorme. beaucoup de matériel. On voit d'ailleurs qu'ils évacuent quand même avec des vaisseaux de bonne importance pour évacuer le matériel qu'ils ont. Donc c'est que. Voilà. Donc Leia utilise en fait une ancienne... la famille Organa possédait une compagnie de transport. De transport interstellaire. Et quand la... Transport de fret ou... Non, transport d'un peu de tout. Ouais, je pense pas que ce soit des transports humains. Ou, enfin, je veux dire... c'est pas Transport du de passagers. transport de tourisme. C'était vraiment du fret ou de tout autre type de transport. Elle utilise donc le réseau qu'elle connaît bien, les ordinateurs n'ont pas trop changé, elle a encore des contacts à l'intérieur, pour arraisonner une cargaison de l'Empire, des fonds qui étaient destinés justement à l'Empire, et grâce à ces fonds, ils vont pouvoir financer une bonne partie de la base Echo, et construire une base sûre, notamment se procurer le canon à ion, le gros canon à ion, et le générateur de bouclier qui est assez énorme. Qui leur permettront de défendre la base de tout bombardement orbital. Voilà. Enfin, à la base, vu que le générateur de bouclier ne consomme énormément d'énergie, il est prévu pour être activé qu'en cas de détection de vaisseaux qui arrivent à proximité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont obligés de débarquer des troupes sur Hoth. C'est que l'amiral qui était en charge du déploiement des vaisseaux a fait une connerie. Il est sorti trop tôt de l'hyperespace ou trop tard. Et les vaisseaux ont été détectés immédiatement avant même qu'ils puissent se mettre en formation. Trop près, il me semble, de la planète. Ouais. Mais je voulais les surprendre. Et ça n'a pas plu d'ailleurs à Dark Vador. Non, il l'a payé cher lui aussi. En fait... Et vous vous plaignez de vos patrons. Et donc l'Alliance a pu activer son générateur de bouclier à temps, ce qui a forcé l'Empire à déployer des troupes au sol. Bon, ils avaient quand même l'intention, je pense, à la base de capturer un maximum de personnes, mais ils en voulaient quand même certains pour le renseignement. Ils auraient bien aimé, je pense qu'ils auraient bien aimé ne pas utiliser les transports impériaux, enfin les TBTT, les quadripodes. Alors TBTT, les quadripodes s'appellent les TBTT, c'est des transports blindés tout terrain. C'est la version française. Je ne connais plus l'acronyme en anglais. Donc ils ont utilisé les quadripodes impériaux parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés d'aller sur place pour détruire le générateur de bouclier. Alors que s'ils avaient été un minimum, enfin, si l'amiral n'avait pas fait le con, ils auraient pu le détruire directement depuis l'orbite. Sans se. S'ils avaient pu réussir, le fait est que là ça n'a pas marché, bon bah voilà. Ils ont trouvé une autre solution, c'est l'Empire, ils ont quand même pas mal de moyens. Donc c'est pas bien méchant. Enfin, c'est pas bien méchant, ça dépend. Pour les rebelles, c'était assez sévère. Ils ont perdu pas mal de monde. La base de Hoth sera. Ils ont quand même réussi à sauver les meubles. Oui, mais je pense qu'il n'y avait pas que des meubles dans les transports qu'ils ont envoyés. Non, mais façon de parler. La base de Hoth sera la dernière base opérationnelle rebelle fixe. À partir de ce moment-là, les troupes en fait de la rébellion, sont suffisamment conséquentes. Ils ont quand même, avec la destruction de l'étoile noire, ils ont acquis une certaine renommée. Des peuples qui hésitaient encore à quitter l'Empire, à rejoindre la rébellion, l'ont fait, notamment les Calamari de la planète Mon Calamari, donc avec l'amiral Akbar, qu'on ne verra que dans le Retour du Jedi, mais pas mal de planètes ont rejoint la rébellion, ont mis leurs ressources au profit de la rébellion, ce qui fait que on voit des gros vaisseaux, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait juste des escadrons de chasseurs et quelques vaisseaux de transport. Là, ils ont maintenant des vaisseaux de guerre, des croiseurs de guerre, ce qui va leur permettre d'avoir des bases, d'être moins repérables, mobiles, parce qu'ils seront mobiles. Voilà. Alors, autre chose d'important de ce qui s'est passé entre les deux films, l'Empire a capturé un pilote, et ça c'est quelque chose qui concerne plus Vador. L'Empire a capturé un pilote rebelle, et lors de l'interrogatoire, le pilote révèle le nom de Luke Skywalker. Il dit que c'est Luke Skywalker qui a détruit l'étoile de la mort.
Alors, anecdote très intéressante qui est publiée dans un Delcourt. Je crois que c'est dans la série Côté Obscur 1, 2 ou 3, c'est celui sur Dark Vador, où Vador va tuer tous les hommes présents qui ont entendu le nom de Skywalker. Donc, il va tuer le pilote, il va tuer ses soldats, et même en fait l'interrogatoire avait lieu dans une volière. Enfin, on va savoir pourquoi dans une volière. Et il y avait des grands oiseaux qui étaient une sorte de gros perroquets. La vue était peut-être jolie. Peut-être. C'est un bel endroit pour mourir. Donc il n'y a pas vraiment de bel endroit pour mourir, mais après. Ah non, il vaut mieux ça que sur une planète gelée comme Hoth, je pense. Je crois que ça revient même de toute manière. On souffre juste plus longtemps. Ouais, le froid. Donc les piafs vont répéter, sont comme des gros perroquets, ils vont répéter le nom de Skywalker et Vador va les tuer. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de fuite. Avec cette révélation, il sait qu'il a un fils. Mais il sait que son fils est en vie. Parce que jusqu'alors, il ignorait que son fils avait survécu. Il les pensait mort. Ouais. Enfin, il le pensait mort. Du coup, il apprend qu'il a un fils et qu'en plus, il a survécu. Et que visiblement, la force se tourne vers lui. Et il l'a ressenti, mine de rien, à la fin de l'épisode 4, où il dit, il explique clairement, on dirait que la force est avec lui. Du coup, il sent que c'est quelqu'un qui est, dans l'épisode 4, il sent que c'est quelqu'un qui est puissant dans la force, ou qui a l'air d'être protégé par la force. Qui du moins a une relation avec la force. Mais après qu'il la manipule ou pas, ça c'est autre chose. Non, mais il fait pas le lien entre... entre le fait que ce soit son fils. Non, parce qu'il a croisé pas mal de... entre l'an -19, donc par rapport à la bataille de Yavin, et justement la bataille de Yavin, donc toute la période de la purge des Jedi, il a croisé énormément de personnes sensibles à la force qui n'étaient pas spécialement des Jedi. C'est simplement que vu que les jeunes enfants ou les adolescents n'étaient plus repérés comme des Jedi potentiels puisqu'il n'y avait plus de temple Jedi, ils étaient livrés à eux-mêmes. Alors même s'ils avaient un gros potentiel de la force, ils étaient repérables par Vador ou par d'autres manipulateurs de force, mais ils n'étaient plus entraînés à être des Jedi. Donc il a peut-être considéré que Luke était un de ces Jedi potentiels, mais qui n'avait pas de formation, qui avait rien. C'est seulement après qu'il fait le lien avec le fait que c'est Dark Vador, que c'est Luke Skywalker et que c'est son fils. Et l'intérêt pour lui de tuer tout le monde, c'est justement que cette information ne parvienne pas à l'empereur. Oui, voilà, c'est ça, c'est sa plus grande peur, c'est que l'empereur sache qu'il est qui est quelqu'un d'autre, un autre Skywalker. On a deux hypothèses à ce niveau-là. Soit Vador veut protéger son fils, parce que il a quand même un minimum de... Même s'il est tourné du côté obscur, on va dire qu'il est plutôt résigné du côté obscur, il s'est résigné à cette tâche-là, mais il n'est pas complètement perdu, puisque, entre guillemets, Luke le sauve à la fin. Est-ce qu'il veut sauver son fils, ou est-ce qu'il se dit, j'ai le moyen de détruire l'empereur? C'est l'occasion pour moi de remplacer l'empereur. Voilà. Avec l'aide de mon fils. Tout à fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Vador, en fait, est moins puissant que l'empereur. Anakin Skywalker était plus puissant que l'empereur. Enfin, je veux dire... Au moins disons qu'il aurait pu attendre, s'il avait pas eu du coup toutes ces mésaventures où il s'est fait moitié arraché, moitié découpé, le pauvre bonhomme, il aurait pu devenir plus puissant que l'empereur. Là, ses capacités physiques étant largement amoindries, il reste très puissant, mais moins du coup que l'empereur. Voilà, il reste beaucoup plus puissant quand même qu'un Jedi lambda, parce qu'il a aucun problème. Il a quand même une puissance dans la force qui est extrêmement élevée, quoi. Ce qui lui permet du coup d'être si puissant. Mais physiquement, il n'est pas aussi... Le fait qu'il soit en grande partie mutilé, à mon avis, doit empêcher qu'il doit atteindre un certain niveau dans la force, quoi. Oui. Je pense qu'il... C'est aussi un corps, faut qu'il s'habitue. Il a un corps mécanique qui réagit peut-être pas aussi vite qu'il le voudrait. C'est surtout ça. Qui peut pas réagir aussi vite qu'il le voudrait. Bah oui, parce qu'il est quand même limité. Donc voilà, toujours est-il que l'empereur finit par apprendre la vérité. En fait, il y a quelqu'un qui a assisté à la scène. Je crois que c'est la chasseuse de primes en fait qui a capturé le pilote de l'Alliance, qui a assisté à la scène et qui a réussi à s'échapper.
quand même un sacré exploit de réussir à s'échapper de... Échapper à Dark Vador, ouais, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Et elle a contacté directement l'empereur pour lui annoncer que c'était... qu'il y avait un autre Skywalker. Voilà. D'ailleurs, dans cette bande dessinée, on apprend quelque chose d'assez drôle, c'est que quand l'empereur salue Vador, il dit bonjour, l'équivalent de bonjour Seigneur Vador, bonjour Skywalker. Il lui rappelle, en fait, il le rabaisse systématiquement, il lui rappelle qu'avant, il était Anakin Skywalker, et qu'il était méprisé. Il lui rappelle l'époque où il était méprisé où il avait l'impression d'être méprisé par Obi-Wan et par tous les autres Jedi qui l'entouraient. Cette époque où en fait il était vraiment perdu, quoi. Après c'est surtout pour faire le lien au fait qu'il nous annonce dans la bande dessinée que en fait c'est Skywalker, quoi. Mais c'est pas très important non plus. Voilà. Sinon, il n'y a pas eu beaucoup d'autres événements. On a eu, il y a toujours eu des petites escarmouches entre les rebelles et l'Empire. Visiblement aussi, les chasseurs de primes de Jabba the Hutt se sont pris vraiment à Yann. Il explique au tout début du 4 en disant qu'ils ont rencontré un chasseur de primes. Oui, exact. Sur Ornemental, non, c'est pas ça? Oui. Alors, en fait, donc, pour X raisons, ils se rendent sur Ord Mantell. Alors, en plus, Ord Mantell, c'est un acronyme qui signifie Ordnance Dépôt, je sais pas trop quoi. C'est en fait toutes les planètes dont le nom commence par Ord, c'est des dépôts d'armes ou des bases avancées de l'Empire. Elles ont été conçues comme ça, de l'Empire et avant de l'Ancienne République. C'est comme ça en fait qu'elles sont cataloguées. Et lors d'une mission sur Ord Mantell, justement pour retrouver les fonds, en fait, pour récolter les fonds, ils croisent plusieurs chasseurs de primes qui sont à la poursuite de Yann, et ces chasseurs de primes sont missionnés par Jabba the Hutt. Après, il y a d'autres chasseurs de primes qui sont missionnés par l'Empire. C'est un peu. Mais bon, là, disons qu'il sait. Yann sait à quel point il est traqué par Jabba, et c'est pour ça qu'il décide du coup de partir, de quitter la rébellion au début du 4. Il veut au moins se décharger de ça, se libérer un peu de. Ouais. D'ailleurs, le chasseur de primes qu'ils ont rencontré sur Ord Mantell s'appelle Score, qui est un chasseur de primes lambda en fait qui n'opère pas ailleurs que sur Ord Mantell. Il a pas une très grosse renommée, c'est pas un mec du calibre de Boba Fett. C'est un peu par hasard qu'il les a croisés, quoi. Disons que ça reste un chasseur de primes, donc il est à l'affût. On sait jamais si ses cibles vont se pointer sur la planète. Ça a été le cas. Il a utilisé Luke et Leia comme appât pour tenter de capturer Han. Et par chance, Chewbacca l'a aidé à déjouer le chasseur de primes, et il a libéré Luke et Leia. C'est tout. Du coup, Yann est devenu un danger pour l'Alliance, parce qu'au-delà d'être poursuivi par l'Empire, il est également poursuivi par des chasseurs de primes qui sont, on va dire, d'un autre niveau, qui ont d'autres moyens que les réseaux officiels de l'Empire pour se renseigner et trouver des informations. Je pense puis sans doute plus tenace, plus disponible. Parce que maintenant, l'Empire a peut-être d'autres choses à faire que de suivre Yann. Alors ouais, j'ai retrouvé l'acronyme de Ord, c'est Ordnance Regional Depot. Donc c'est dépôt régional de ordnance, je sais pas ce que ça veut dire, ça doit être militaire ou un truc un peu équivalent. C'est des places fortes de la République. Voilà, c'est tout. Et après de l'Empire. Ouais, forcément de l'Empire, quoi. Voilà. Et maintenant, on va parler du film. Voilà ce qu'on peut faire. Je n'ai pas confiance en Lando. Moi non plus, je n'ai pas confiance en lui. Mais c'est mon ami. Et puis de toute façon, nous serons bientôt partis. Donc le film démarre sur le largage des droïdes sondes par l'Empire. Il faut savoir que Vador va ordonner le déploiement de milliers, voire même de millions de sondes pour couvrir toutes les planètes possibles. Susceptibles d'abriter une base de la rébellion. Voilà. Parce que justement, en fait, il veut surtout vérifier les planètes inhabitées.
parce que c'est des cachettes idéales pour l'Alliance. Sur les planètes habitées, ils ont des réseaux de renseignement, ils ont des enclaves militaires, donc ils peuvent intervenir directement sur place. Alors que sur les planètes habitées, ils n'ont aucun contrôle. Inhabité. Oui. T'as dit habité. Ah bon, c'était inhabité alors. Enfin bref. Après on arrive sur Hoth, donc on voit les Tauntaun, ces sortes de chèvres à deux pattes là. Ouais. Qui leur sert de monture. Exact. En fait, ils font quelques missions d'exploration, de reconnaissance sur la planète Hoth, de manière systématique pour vérifier justement qu'il n'y a pas d'impériaux qui se sont posés. Puis il y a visiblement beaucoup de chutes de météorites aussi sur la planète. Du coup, à un moment donné, je pense qu'ils vont vérifier s'il n'y a pas eu non plus des problèmes issus de ça, quoi. Voilà, si on imaginait qu'une météorite tombe sur le générateur de bouclier, il serait un peu emmerdé quand même. Donc voilà, c'est juste des patrouilles comme le font tout le système. Et on croise donc le Wampa, qui est une sorte de Yeti des glaces. Ce Wampa qui va manquer de dévorer Luke en fait, et qui va perdre un bras dans l'affaire. Alors une petite anecdote sur ce Wampa, on le reverra plus tard dans l'univers étendu. On voit qu'on exploite vraiment tout. Luke, avec sa compagne de l'époque, va retourner sur Hoth parce qu'il estime que c'est un lieu propice à la Force vu qu'il y a vu une apparition d'Obi-Wan. Il ira en fait simplement parce que sa compagne de l'époque, qui s'appelait, il me semble, il faudra vérifier, qui s'appelle Callista, avait quelques petits soucis dans son lien avec la Force, qui était une ancienne Jedi. Et du coup, il va essayer de restituer le lien qu'avait Callista en l'emmenant à des endroits où il avait pu voir des manifestations de la Force un peu particulières. Il l'emmènera notamment, je crois, sur Dagobah, sur Hoth et je crois aussi sur Tatooine. Et il se trouve que Luke et donc Callista seront attaqués par des Wampa qui seront menés par un Wampa avec un bras en moins. Avec un bras en moins. Donc avec un bras en moins, ça fait bizarre. Enfin, un Wampa manchot. Donc c'est un clin d'œil puisque c'est une sorte de vengeance des créatures de la planète. Après, ils ont pas, c'est des Yétis, je sais pas comment on peut avoir un aspect social. Bon, on va savoir. Je veux dire, les loups ont des aspects sociaux, et pourtant. Ouais. Bon, c'était juste l'anecdote. Mais bon, ce qui est aussi important de voir avec cette scène, c'est la première fois qu'on voit en fait Luke utiliser vraiment ses dons de Jedi en attirant son sabre. Oui. Luke a pas mal évolué entre les deux films. Déjà, il est devenu commandant. Parce que dans le premier épisode, il est juste. C'est juste un pilote. Hein, ouais, c'est un pilote lambda. Il vient juste d'arriver. Il prête main forte à. Déjà, je pense que son coup d'éclat à détruire l'étoile noire, ça a dû bien aider quand même. Oui, il est devenu Rogue Leader. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'important. À l'origine, dans la bataille de Yavin, il n'y avait pas d'escadron Rogue. Rogue signifie rebelle, signifie un peu. Ouais, si, c'est ça. Je pense que Rogue, c'est une bonne traduction de rebelle. De quoi ? C'est pas comme ça que je traduirais, mais. Ouais, mais ça peut être un voleur, un rebelle. C'est quelque chose qui est un peu en marge de la société. Oui, après. Enfin bref. Donc il y a là il monte en fait avec les pilotes survivants, donc lui et Wedge Antilles, l'escadron Rogue. Ça sera le fer de lance de l'Alliance pendant des années et des années. En fait, à chaque fois, en fait, ils vont reconstituer un escadron Rogue. Recruter les meilleurs pilotes de l'Alliance. Oui, c'est ça en fait, l'escadron Rogue, c'est clairement un regroupement des meilleurs pilotes dont ils disposent. C'est un symbole. Je veux dire, quand ils vont conserver tout ce qui est l'escadron rouge, l'escadron jaune, donc Red et Gold en fait pour les trucs d'origine. Ils vont vraiment, il y aura un escadron Spectre un peu plus tard qui sera plus spécialisé dans les missions d'infiltration. C'est vrai que c'est pas des pilotes exceptionnels, mais ils ont tous des qualités aussi de fantassins. Il y aura des tireurs d'élite, il y aura des spécialistes du piratage, et ça sera plus un escadron opérationnel. Alors que l'escadron Rogue, c'est quand on a un croiseur impérial qui est face à l'escadron Rogue, le croiseur se barre, il flippe réellement, parce que c'est les meilleurs pilotes de la galaxie et il n'est pas certain de pouvoir s'en sortir. On croisera notamment un Jedi. J'en ai déjà parlé, parmi l'escadron Rogue, Corran Horn, qui restera l'un des meilleurs pilotes en fait après Luke Skywalker et Wedge Antilles.
Donc on parlera dans quelques épisodes, je pense, avec la série, la longue série des X-Wing. Voilà, donc Luke a bien évolué, il a aussi mûri ce pouvoir de Jedi, je pense qu'il s'est entraîné. Bah, il a eu 3 ans pour le faire, donc... Donc il n'y a pas de raison, il a travaillé un petit peu. On voit que c'est pas instantané quand même. Bah, on voit qu'il n'a pas encore vraiment l'utilisation. Il sait qu'il peut le faire, donc il essaye, il est réussi. Mais ses pouvoirs sont pas vraiment encore très développés, surtout pas très stables à mon avis. Au point de ce niveau-là, je veux dire, il a plus vraiment de maître, il se développe par lui-même. Du coup, bah, il a quand même beaucoup de mal à faire quelque chose de très, je veux dire, récupérer son sabre est quelque chose qui lui est quand même difficile. Bah, il est obligé de se concentrer, on le voit bien. Oui, ça lui prend du temps. Alors que on voit très bien que notamment dans l'épisode 2, que des jeunes enfants subissent à peu près le même entraînement au sabre laser, ont des compétences à peu près similaires. Il est vraiment au début de sa formation. Anakin au même âge, on le voit quand il est dans un appartement de Padmé, il fait mumuse avec une sphère, il l'a fait voler. Ah oui, bah oui, non, mais c'est clairement, enfin, vu qu'il a plus de maître vraiment pour l'entraîner, c'est ça vraiment qui le freine dans son enseignement de Jedi, autant dans l'utilisation de la Force que dans la psychologie d'un Jedi. Ouais, au même titre qu'Anakin, il a eu son entraînement même beaucoup plus tard qu'Anakin, puisqu'il avait déjà bien 19-20 ans quand il a 19 ans exactement, quand il a commencé son entraînement de Jedi avec Obi-Wan, alors qu'Anakin a commencé quand il avait environ 9 ans, donc il a commencé 10 ans plus tôt. Il y a un monde en fait qui sépare les deux. Luke mettra énormément de temps à se retrouver au même niveau qu'Anakin. Et même il va galérer parce que Anakin reste l'un des utilisateurs de la Force les plus puissants qui ait pu exister. Voilà. Donc Luke est sauvé par Yann, qui vient le récupérer en plein milieu de la glace. D'ailleurs, Luke voit l'apparition d'Obi-Wan, qui lui demande d'aller sur Dagobah. Ça s'arrête là en fait au niveau de la trame jusqu'à l'invasion de l'Empire. Après, on a quelques petites anecdotes sur les discussions entre les personnages, mais c'est rien de bien important en termes d'univers étendu. Jusqu'à ce que donc Han Solo annonce son départ de l'Alliance, parce que justement c'est le chasseur de primes donc sur Ord Mantell qui lui fait prendre conscience qu'il est à la fois c'est dangereux pour lui de rester avec l'Alliance, et à la fois c'est dangereux pour l'Alliance qu'il reste avec eux. Ouais, maintenant il peut plus patienter, ça va trop loin. Il est temps de régler sa dette envers Jabba. Il peut le faire maintenant. Il n'a pas eu vraiment le temps aussi non plus. C'est pas qu'il voulait pas. Il a été très occupé avec l'Alliance Rebelle jusque là. Du coup, il se dit maintenant là, j'ai l'occasion d'aller le faire. Faut que je le fasse. Ouais. Parce que juste avant que l'Empire attaque, ils sont dans un moment où ils sont plutôt calmes et posés. Je veux dire, la rébellion a une base maintenant opérationnelle depuis près d'1 an. Il se dit là, on n'a pas d'opération en cours. C'est le moment d'y aller. Voilà. Sauf que entre temps, l'Empire attaque la base et l'Alliance doit s'échapper. Et là, on a la séparation en fait des protagonistes de l'histoire, et ça occulte complètement l'Alliance. L'Alliance dans ce film est mis à côté. C'est vraiment. Clairement, en fait, l'Alliance se sépare pour aller dans un endroit, et les autres sont à chaque fois séparés, et du coup, ils n'ont plus aucun contact avec l'Alliance. Oui, mais c'est eux qui sont poursuivis. Je veux dire, Vador ne poursuit pas. Alors, Vador, en fait, sur les ordres de l'empereur, suit Luke, et du coup, pour suivre Luke, il lui faut. Il lui faut un moyen de l'attirer. Soit Luke, soit Yann ou Leia pour l'attirer. Voilà. Donc on a une séparation. Donc Luke va se rendre sur Dagobah, tandis que Yann et Leia vont tenter d'échapper à l'Empire, déjà en se planquant dans un astéroïde, et après en rejoignant la Cité des Nuages et Lando Calrissian. Mais on va voir ça en 2 étapes. Donc dans un premier temps, Luke Skywalker. On va retracer un peu son parcours sur Dagobah, ce qui l'entoure sur l'univers étendu, et après pareil sur Yann et Leia.
Je viens chercher quelqu'un. Chercher? Tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais. Alors, on va d'abord commencer avec ce qui s'est passé sur Dagobah. Donc, c'est suite à l'apparition d'Obi-Wan sur Luke que Luke se décide d'aller, de se séparer de l'Alliance pour rejoindre Dagobah et pour y découvrir le maître en fait d'Obi-Wan qui lui aurait tout appris. Et donc, lorsqu'il arrive sur Dagobah, on peut voir déjà que la planète est pas vraiment hospitalière, c'est un grand marais avec des tas de créatures, marais, quoi. Voilà. Donc cette planète, même si elle n'est pas très hospitalière, est quand même vivable. Donc les gens ont essayé de la coloniser. Visiblement, ça a très peu marché. Sous l'Ancienne République, il y a eu une mission d'exploration qui voulait cartographier la planète. Car en fait, elle se trouve dans le système de Sluis, avec notamment Sluis Van et ses chantiers spatiaux. Donc c'est une planète quand même qui peut avoir une importance stratégique assez intéressante. Et malheureusement, toute la mission d'exploration sera perdue et disparaîtra après avoir lancé un signal de détresse qui, finalement, quand les gens arriveront, l'expédition aura disparu. Ouais, y a aucune trace, même pas de cadavres, rien. Donc vraiment un truc complètement mystérieux. Donc la planète étant considérée comme hantée ou du moins inhospitalière, elle est un peu laissée à l'abandon. Cette planète a surtout été très importante avec Yoda, qui du coup il a pourchassé en fait un Jedi noir lors de la guerre des clones. Et il combattra du coup ce Jedi noir, l'affrontera et le tuera. Ouais. Après un très difficile duel contre lui. Et c'est en fait l'ombre, enfin le côté obscur en fait de ce Jedi va se répandre en fait dans la planète. Ou du moins va créer une tache sombre en fait, qui va du coup beaucoup servir à Yoda, et c'est pour ça qu'il va se planquer en fait sur cette planète. Parce que l'obscurité, enfin du côté obscur qui a été émis à la mort du Jedi noir, va en fait cacher Yoda des sens que peuvent avoir Vador ou l'Empereur. C'est pour ça qu'il échappe du coup à la purge. C'est grâce à ça qu'il échappera à la purge des Jedi. Ouais. Il y a eu quelques missions impériales qui sont allées sur Dagobah, pareil dans le but de protéger. Enfin, ça reste une planète très donc stratégique vis-à-vis des chantiers impériaux qui y a à côté, enfin qui sont devenus des chantiers impériaux. Le souci, c'est que les soldats de l'Empire, quand ils sont revenus, ils ont dit la planète elle est hantée. Il y a un gros problème sur cette planète parce qu'ils savent pas ce qui se passe et ils sont confrontés à des créatures qui sont absolument monstrueuses et du fait du côté obscur qui sont presque doués d'une certaine conscience. Mais donc il y a quelque chose de maléfique et de malsain qui émane de la planète, étant donné qu'elle est quand même, c'est une planète extrêmement vivante. Je veux dire, c'est pas une planète faite de pierre ou de glace comme on peut voir sur Hoth. C'est vraiment une planète, enfin il y a des marécages partout, il y a de la vie, ça grouille, et ça grouille maléfiquement. Il y a une araignée qui est capable de se transformer en arbre. En fait, elle prend racine. Enfin, c'est des créatures qui sont presque mythologiques. Il y a des vers géants, il y a des rien que par exemple une sorte de bestiole qui avale. Mais visiblement, ça ne mange pas les droïdes. Non, ça mange pas les droïdes. Mais je veux dire, la bestiole qui avale R2D2, c'est. Elle avale tout rond, donc ça a quand même une bonne taille. Hein. Voilà, on se dit putain, heureusement que c'est pas Luke qui allait se baigner là-dedans, quoi. Voilà, donc Luke arrive sur cette planète en espérant y rencontrer un grand maître Jedi. Et là, il trouve une petite créature verte qui était faite pour ressembler à une grenouille. Alors, chose intéressante à savoir, le personnage de Yoda en fait a été créé pour l'épisode 5, n'était pas prévu à la base. C'est en fait c'était Obi-Wan qui aurait dû entraîner Luke lors de son apprentissage. Mais suite au décès d'Obi-Wan, pour justement donner une dimension plus tragique et pour qu'il y ait un peu une séparation, quelque chose de vraiment fort à la fin de l'épisode 4, ils ont dû tuer Obi-Wan. Du coup après ils ont eu l'idée d'utiliser son fantôme pour qu'il puisse continuer à parler avec Luke malgré son décès, mais il lui fallait quand même un nouveau maître. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce personnage de Yoda, cette espèce de grenouille verte, mais il l'explique eux-mêmes, qui est en fait très très éloigné de ce qu'on pourrait espérer d'un grand maître Jedi. C'est d'ailleurs pour ça que Luke ne soude pas ça et le fait que ce soit
dans le côté un peu obscur de la Force de cette planète, il remarque pas du tout que Yoda dispose de la Force. Hormis Chewbacca, Yoda est le seul extraterrestre à avoir seul alien à avoir une dimension importante. Tous les personnages principaux sont des humains. Oui. Ou des droïdes. Mais oui, c'est vrai que les extraterrestres sont très peu montrés en fait, même s'ils sont. On les voit beaucoup en arrière-plan. On voit notamment quelques chasseurs de primes. On voit les bestiaux dans la cantina. Celui qu'on verra et qui aura plus d'importance, c'est limite Lumière Akbar. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est un souci qui est posé par la réalisation de l'époque. Autant dans les épisodes 1, 2, 3, ils avaient des moyens beaucoup plus importants et surtout l'imagerie 3D et les images de synthèse ont vachement aidé à ça. Beaucoup de choses. Ce qui l'explique même que du coup les réalisations techniques qu'il y a eu pour faire Yoda étaient très compliquées. C'était une petite créature qu'il fallait du coup des marionnettistes, c'était pas évident, notamment pour le faire se déplacer. Et que du coup ils ont été limités un peu par ça et que. Et finalement ça malgré que ce soit une marionnette, ça rend un personnage qui est extrêmement vivant, qui a beaucoup d'expressions faciales, alors que c'est un bout de plastique. C'est ce qui fait aussi la magie de Star Wars. Donc bon, il rencontre Yoda et après, ça déconfiture un peu, on va dire, la fait déjà de pas remarquer que c'était un maître Jedi. Oui. Le fait qu'il démontre aussi son impatience à vouloir à tout prix voir Yoda, alors que finalement Yoda se marque bien qu'il a pas de patience, mais que bon, après tout il a pas trop le choix en fait Yoda. C'est aussi pour ça qu'il espère vraiment faire de Luke un grand Jedi. Mais disons que sur le coup il a beaucoup d'hésitation. Il se dit qu'il prend le même risque qu'il a pris pour Anakin. Oui voilà, il a déjà connu une sensation avec un Skywalker en plus. Donc c'est dangereux pour les Jedi. Le seul espoir de l'ordre Jedi réside dans un gamin qui est très impatient et qui a énormément souffert de son adolescence et de son adolescence. Il a quand même perdu son oncle, sa tante. Il a vécu sans ses parents. Même s'il a eu une enfance relativement paisible, c'est pas non plus quelqu'un qui a vécu une existence dénuée de ressentiment. Donc bon, pendant cette période, du coup, il va rester avec Maître Yoda, qui finalement va lui apprendre ce que c'est d'être un Jedi. Donc il lui fera un entraînement physique et psychologique et de la Force. Il lui apprend un peu en fait ce que c'est qu'être un Jedi. Il lui apprend aussi, notamment avec l'épisode de la grotte, en fait, il lui apprend un peu ce que c'est le côté obscur. Aussi, il lui montre un peu ce que c'est. Du coup, Luke va aller dans cette grotte et va s'affronter lui-même, en fait. Oui, sous la forme de Dark Vador. Voilà, sous la forme de Dark Vador. Et après, il va se voir dans le casque de Dark Vador. En fait, c'est une façon de montrer qu'il est son propre ennemi. Oui. C'est-à-dire qu'à force de vouloir détruire Vador a quand même tué Obi-Wan, qui était quelqu'un qui était devenu une sorte de substitut parental à la mort de Yann, à la mort de l'oncle et de la tante de Luke. Il a trouvé refuge auprès d'Obi-Wan, qui était quelqu'un qui connaissait son père, qui pouvait lui apprendre à devenir comme son père. Et justement, c'est là le souci, c'est qu'il faut pas qu'il devienne réellement comme son père. Et après il sait pas encore que Dark Vador est son père, mais il a beaucoup de haine envers Vador parce qu'il a tué la personne avec qui il avait réussi à trouver une semblante de stabilité. C'est quelqu'un qui va menacer par la suite Yann et Leia. Il a énormément de ressenti vis-à-vis de lui et c'est pour ça qu'il s'est représenté comme Dark Vador. Donc il a vu Dark Vador dans la grotte, il l'a affronté, il l'a tué. Et voilà, et comme tu dis, donc il s'est affronté lui-même. Et donc du coup, cette épreuve de la grotte maintenant est un échec. Yoda le ressent vraiment comme un échec. Et d'ailleurs, il lui fera remarquer quand en fait Luke décide, du coup à travers son entraînement, en fait, il a ressenti la menace qui pesait sur Yann et Leia, et il se dit il faut que j'aille les aider.
Là, Yoda lui dit clairement non, tu peux pas y aller, t'es pas encore prêt. Si tu vas, tu te feras tuer ou pire, tu tomberas du côté obscur. C'est vraiment ça, sa peur. C'est même pas limite qu'il se fasse tuer, c'est vraiment plus qu'il se fasse, qu'il tourne du côté obscur. Il a trop peur qu'il finisse comme son père, clairement, parce que lui, il connaît la vérité. Et d'autant qu'il voit clairement qu'il que c'est ses émotions qui guident Luke. C'est la même chose qui est arrivé clairement à Anakin. Anakin s'était laissé guider par ses émotions, il voulait absolument protéger quelqu'un, et il est tombé du côté obscur. Et Yoda, et notamment Obi-Wan, qu'on voit juste après, ont tous les deux cette même peur, c'est qu'ils finissent comme Anakin. Et il y a la petite remarque du fait que Luke est le dernier espoir, et Yoda révèle non, il y en a un autre. Alors, bien sûr qu'il parle de Leia, mais bon, après c'est vrai que la remarque est bizarre, parce que Obi-Wan est censé savoir que Leia existe. Donc bon. Après, cela dit, il l'a jamais rencontré. Après, oui, voilà, il l'a jamais vraiment connue. Il sait pas du tout si elle a une implication dans la Force ou quoi que ce soit. On pourrait peut-être le supposer, étant donné que c'est la fille de Dark Vador. Mais, je pense que du coup, après, ça fait 20 ans, il y pense peut-être plus, il est peut-être plus trop pensé aussi, je veux dire. Non, il a surtout protégé Luke, il a vu les progrès de Luke. Parce que Luke, même très jeune, a commencé déjà à utiliser la Force inconsciemment. Ne serait-ce que par ses réflexes oui, voilà, de pilote, quoi. Exact. Mais du coup, il n'a pas vraiment prêté attention il n'a pas pu voir grandir Leia, il ne sait pas si elle a un réel potentiel. Voilà, je veux dire, voilà, ça fait 19 ans, il a connu un bébé. Maintenant, est-ce qu'il y pense vraiment encore? Oh, il doit le savoir, existe, mais est-ce que c'est est-ce que c'est réellement important? Voilà, donc. Et donc après c'est cet entraînement qui a duré quand même combien de temps du coup? Je sais pas, je crois que ça dure quelques semaines. Voilà, quelques semaines. Ça dure quelques semaines quand même. Mais on voit quand même que on voit déjà le personnage de Yoda qui sert un peu de maître zen, comme le réalisateur l'explique, où avec il a beaucoup de leitmotifs qui sont là. Par exemple, quand il explique, c'est parce que tu n'y crois pas que tu échoues. Voilà, c'est beaucoup de petites répliques comme ça qui font de lui un maître, une sorte de sage. C'est un philosophe. Voilà. C'est un grand philosophe. Et mais on voit quand même que les Jedi sont pensés. À la base, l'ordre Jedi, c'est presque un ordre de philosophe. C'est se détacher de toute émotion pour éviter. Alors, ils peuvent ressentir des émotions, mais il ne faut pas que leurs émotions interfèrent avec leur jugement. Oui, voilà, ils apprennent à faire. Être très objectif en fait. Voilà. Contrairement aux Sith en fait, qui eux se servent de leur colère et de leurs sentiments pour nourrir leur pouvoir, les Jedi doivent rester, on va dire, lucides et ne doivent pas succomber à la colère, à la peur ou à la haine qui vont justement les mener vers ce côté obscur. Après, c'est vrai que c'est très difficile. Je veux dire, tous les Jedi ont perdu des proches, souvent des amis qu'ils avaient au temple. Et c'est très difficile pour eux de ne pas ressentir justement de la tristesse. Oui, c'est pour. Si du coup on leur demande d'avoir peu d'émotions, c'est surtout en fait pour éviter qu'ils tendent vers le côté. Je pense que certains peuvent avoir très bien des émotions sans forcément tendre vers le côté obscur, mais je pense que pour la plupart des Jedi, c'est trop tentant et que du coup ils font leur maximum pour s'épargner ces émotions en fait. Oui, rien que la peur de perdre l'autre, c'est ce qui a perdu justement Anakin. Donc on imagine très bien que deux Jedi qui font systématiquement des missions ensemble... Même la compassion peut être un danger pour un Jedi. Ouais. Il doit y avoir de la compassion pour autrui, pour les personnes qui doivent protéger, mais ça ne doit pas, comme on dit, ça doit pas interférer dans leur jugement, et ils doivent rester, on va dire, un peu impartial et neutre. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont servi de juges dans la galaxie pendant un sacré bout de temps quand même. Et donc du coup, il fallait que, aussi, ils soient neutres en fait, sur la plupart des plans. Voilà. Et maintenant qu'on a vu pas mal le Yoda et Luke sur Dagobah, on va passer à Yann et Leia dans l'espace et sur Bespin. C'est pour
pas nous suivre, ce serait de la folie. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour m'impressionner. Capitaine, les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. C'est moi et les probabilités. Donc de leur côté, Yann et Leia sont un peu aux prises avec les Impériaux. Ils sont poursuivis par l'exécuteur de Vador, donc le super croiseur, et quelques autres croiseurs impériaux qui l'escortent ou qui étaient là pour l'attaque de Hoth. Et donc la première étape, c'est le champ d'astéroïdes. Alors ce champ d'astéroïdes, c'est le champ d'astéroïdes de la planète Hoth en fait, qui est assez éloigné. Il n'est pas directement aux abords de la planète, ce qui explique pourquoi au tout début les vaisseaux ne sont pas dedans. Simplement qu'en essayant de fuir les Impériaux, le Faucon Millenium se retrouve un peu coincé à l'intérieur. Bah, disons que la plupart sont passés en Munich. Lui, vu que ça marche pas, il est obligé de courir et finalement finit par tomber sur ce. Voilà. Et le truc le plus gros qu'on va croiser, c'est le ver géant que tout le monde connaît, hein, ce fameux ver qui est coincé dans un astéroïde. Ce ver, c'est un exogorte. J'en avais déjà parlé dans les épisodes sur l'Ancienne République avec Revan et Zane Carrick. Ce sont des vers géants en fait qui se déplacent grâce au vent solaire et ils se déplacent comme ça dans la galaxie. Ils sont pas extrêmement nombreux. C'est des créatures comme ça, quelquefois elles sont pas non plus extrêmement dangereuses dans la mesure où elles restent surtout passives en fait dans leur trou quoi. En fait elles sont pas censées être dans un trou à la base. C'est simplement que dans certains cas, là, elle a élu domicile dans un trou. Alors, pourquoi il est là, cet exogorte ? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a été placé là volontairement pour défendre une base de contrebandiers. C'est un... Alors, c'est un groupe de pirates, en fait, qui avaient leur base placée dans la ceinture d'astéroïdes de Hoth, qui ont décidé de placer l'exogorte ici plus ou moins pour le défendre, cette base-là. Alors je vois pas trop l'intérêt de ce type de système de défense, sauf que si on sait qu'un exogorte est dans le coin, on va peut-être éviter de s'y pointer. Donc ça peut être un bon moyen de dissuasion. Voilà. Mais en même temps, c'est un astéroïde. Alors apparemment, d'après les archives de certains... Il y en aurait plusieurs dans la ceinture d'astéroïdes de Hoth qui en fait menaceraient les vaisseaux qui essaieraient de se poser à la surface des gros astéroïdes. Et peut-être justement que la base spatiale était cachée sur celui-là. Et que les gens, en voulant tenter de trouver cette base... il est peut-être justement dans l'entrée et du coup il bouche un peu l'entrée pour empêcher les gens de passer. Peut-être tout simplement. Donc voilà, c'était juste un petit peu l'anecdote. On voit également des chasseurs de primes qui sont missionnés par l'Empire. Alors bien sûr ça énerve les officiers impériaux qui se sentent un peu incompétents. Mais du coup Vador décide quand même de faire appel aux chasseurs de primes. Ah oui, Vador et du coup il utilise en fait tous les moyens qui sont à sa disposition pour... Oui. Il a une mission. Déjà dans le film, il apprend... Alors on a l'impression qu'il apprend l'identité du pilote qui a détruit l'étoile de la mort. Donc il dit, l'empereur lui révèle que c'est le fils de Anakin Skywalker. Et donc accessoirement son fils. Ce que l'empereur ignore, c'est que Vador le sait déjà. Et ce que Vador ignorait jusqu'à cette conversation, c'est que l'empereur le savait. Donc là, Vador, il est un peu au pied du mur, il se dit merde, j'avais gardé ça comme un atout dans ma manche. Et finalement, l'empereur le sait. Donc j'ai pas trop le choix. Toujours est-il que bon, il espère toujours pouvoir rallier son fils. Et quand d'ailleurs, quand l'empereur lui demande de l'abattre, oui, il fait vaudrait mieux qu'on le convertisse. Qu'on convertisse. Ce qui est pour l'empereur, ce qui est un avantage, puisque il pourrait avoir un homme de main plus puissant que Vador. Il pourrait à force en fait remplacer Vador. Remplacer Vador et accessoirement, vu que c'est un peu le destin des Sith, trouver son successeur. Parce qu'aujourd'hui, Vador est pas assez puissant pour être le successeur de l'empereur à la tête de l'Empire Sith. Parce que l'Empire n'est ni plus ni moins qu'un Empire Sith en fait. Voilà. Donc, on a ces chasseurs de primes. Alors, parmi ces chasseurs de primes, on en a quelques-uns qu'on connaît. Alors, celui qui ressemble à un gros lézard s'appelle Bossk Feyla. Ou un truc de genre Bossk. Je crois que c'est juste Bossk. C'est un chasseur de primes qui rencontrera Boba Fett plusieurs fois et qui est d'ailleurs en concurrence généralement avec lui.
On a également le bonhomme au turban qu'on voit pas beaucoup, qui s'appelle Dengar, qu'on croisera dans une suite de bouquins qui s'appelle la trilogie des chasseurs de primes, ou la guerre des chasseurs de primes, je me souviens plus du titre exact, je crois que c'est la guerre des chasseurs de primes. Voilà, le robot qui a une tête en forme de cône avec plein de yeux rouges, c'est IG-88. C'est une, on les croise d'ailleurs déjà dans les séries Clone Wars, il me semble. On en voit 2-3 qui menacent Ahsoka. C'est une série de droïdes assassins. En fait, les droïdes assassins sont censés être interdits et justement, c'est la dernière génération de droïdes assassins. On a toujours l'impression que c'est la série 88 qui était justement des assassins. On va savoir pourquoi. Parce que ces droïdes-là sont pas spécialement prévus pour être des droïdes assassins, mais la série 88, oui. Donc on a toujours l'impression que c'est toujours le même droïde. En fait, finalement, il y a une vingtaine de droïdes qui sont dans ce cas-là. Et voilà, et c'est tout. Mais du coup, ce droïde, on peut aussi le voir dans un vieux jeu de Star Wars. Ouais, exact. Qui est Shadow of the Empire. Qui est le titre d'un bouquin. En fait, on parlera dans le prochain épisode. Mais effectivement, d'ailleurs, dans ce même jeu vidéo, on peut assister un petit peu à l'évacuation de la base de Hoth, puisqu'on incarne le personnage de Dash Rendar. Dash Rendar, qui justement est un corélien qui a un vaisseau à peu près similaire au Faucon Millenium. Oui, clairement, c'est un cargo corélien qui est là aussi. Hein. Voilà. Mais c'est pas la même version, mais c'est le l'Outsider, je crois que le vaisseau, ou l'Outrider, je sais plus le nom exact. Je rechercherai pour le. Je l'ai dans les archives, je dois avoir quelque chose. Mais voilà, on peut assister à l'évacuation de la base de Hoth et affronter ce droïde. Après, bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces personnages sous forme de Lego dans le jeu vidéo Lego Star Wars, qui est très rigolo également. Et on voit notamment Boba Fett. Boba Fett, exactement. Qui sera un personnage très charismatique de l'univers étendu. Oui, énormément en fait de bandes dessinées et de romans vont lui être consacrés, alors que finalement, si on met bout à bout tous les plans, on doit peut-être le voir 10 minutes dans toute la saga. Sous sa forme de chasseur de primes, hein. Je parle pas de quand il est gosse, mais c'est vraiment un personnage qui a déjà qui a marqué en fait les spectateurs. Ouais, parce que c'est celui qui attrape Yann. C'est celui qui attrape Yann, mais c'est aussi celui qui a l'armure. C'est l'autre personnage à l'armure de l'univers. C'est l'autre. Le premier, c'est Vador, qui a son armure noire terrifiante, et on a Boba Fett qui est pareil, qui a une armure. C'est une armure mandalorienne. Les Mandaloriens sont censés être les meilleurs combattants de la galaxie. C'est de base une armure qui inspire la peur. Oh, puis allez quoi, il a un jetpack. Ah, il a la classe. Il a franchement la classe. Rien que ça suffit. Voilà. Donc on a toute cette petite troupe de chasseurs de primes et qui vont être lancés aux trousses de Yann et Leia. Donc tous partent dans des directions différentes, mais Boba Fett lui est un peu plus malin que les autres et il va trouver en fait une soluce. Il va récupérer, il va trouver le Faucon Millenium et il va le suivre jusqu'à la planète Bespin. Alors la planète Bespin, c'est une sorte de géante gazeuse en fait finalement. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la Cité des Nuages, une sorte d'énorme ville flottante au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages. Au-dessus de cette planète, c'est une mine de Tibana. Alors le gaz Tibana, c'est un gaz qui est utilisé dans plein de trucs. C'est aussi bien un carburant il sert à tout. C'est comme le gaz naturel. Il sert même dans la cuisine. Comme le gaz naturel chez nous, il peut servir à plein de choses. Et ben dans ce cas précis, le gaz Tibana, c'est à peu près le même type de ressources. Donc à l'origine, la Cité des Nuages est... D'ailleurs, la conjuration carbonique sert d'abord à ça, en fait. Exact. Donc la Cité des Nuages, c'est un lieu c'est une mine, c'est une cité minière à l'origine, avec un petit peu... il y avait quelques événements, notamment il y avait quelques casinos, des hôtels, mais pas très développés, c'était juste histoire de... disons qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient, et donc forcément, il y a une bonne communauté qui s'était déjà établie dessus, quoi. Voilà. Mais rien de plus, c'était pas encore une... Oui. Et qui c'est qu'on retrouve à la tête de la Cité des Nuages? C'est Lando Calrissian. Et là, c'est le moment de parler de Lando Calrissian, de savoir qui il est réellement. Donc c'est un flambeur et c'est un joueur professionnel. C'est ce qui le caractérise le plus. On le voit tout de suite, de toute façon, dès la première seconde, il commence à... il bluffe.
il bluffe. C'est un bluffeur. Enfin, c'est un bluffeur. C'est un charmeur aussi. Il a tout de suite essayé de séduire Leia dès qu'il la voit. Et finalement, c'est un gros parallèle avec le personnage qui est Yann en fait. Mais il est exactement comme Yann. Voilà, c'est un filou, c'est un vaurien. Sauf que Yann est passé à la rébellion plus tôt, mais finalement, si Yann n'avait pas fait partie de la rébellion, il serait resté identique. Voilà, c'est son amitié et le fait qu'il ait eu beaucoup se rapprocher de Leia et de Luke qui fait qu'il a changé. Il est devenu un peu plus responsable et un peu moins malhonnête, on va dire. Parce qu'à l'origine, faut dire ce qui est, c'est quand même quelqu'un de malhonnête, Yann Solo. C'est un contrebandier. C'est un contrebandier, donc voilà. Alors le passé de Lando lui reste assez nébuleux en fait. On ne sait pas trop son enfance par exemple, on ne la connaît pas. On connaît son histoire à partir de la rencontre en fait entre Yann et Lando. À l'origine, Lando est un parieur professionnel qui va jouer énormément à un jeu du type qui est le sabak. C'est une sorte de poker. Ouais, c'est l'équivalent du poker. En fait, on doit réunir des combinaisons de cartes pour gagner. C'est un jeu très nébuleux. On en voit des fois dans certains films, dans certains romans où ils en parlent. Voilà, c'est un jeu qu'on connaît, qui est de l'univers Star Wars. Après, comment est-ce qu'il joue, ça c'est autre chose. Ah, c'est un peu, c'est un peu un poker. On doit réunir des ensembles de cartes pour arriver, je crois, à un certain score. Et quand on arrive à ce score-là, on appelle ça un sabak parfait. Et voilà. Bon, après c'est une anecdote. C'est comme le Dejarik. Il y a plusieurs jeux de société comme ça. Voilà, toute société a ses jeux. Il se trouve que le sabak c'est un des jeux les plus répandus du coup dans leur galaxie. Voilà. Et c'est au cours d'une partie de sabak que Lando va gagner le Faucon Millenium. Bien sûr, c'est pas piloté, ça reste un joueur, c'est ni plus ni moins. Et il va engager Yann Solo pour recevoir des cours de pilotage. À la base, il se connaissait juste comme ça. Il savait qu'Yann Solo était quelqu'un qui croisait assez régulièrement, mais avec qui il n'avait pas sans plus doute, de contact sur d'autres tables de sabak. Oui, parce que Yann est un très bon joueur, un très gros joueur aussi. Yann va même gagner une planète d'ailleurs au sabak, mais ça on verra ça plus tard. Et donc il rencontre Yann Solo, et en fait en arrivant sur Nar Shaddaa, qui était la lune des contrebandiers, pour trouver Yann Solo, Lando va s'interposer entre Boba Fett et Yann, et c'est grâce à ça en fait il va un peu lui sauver la mise, et c'est grâce à ça que ils vont devenir copains. Yann va lui donner des cours de pilotage gratos, comme ça pour pour le remercier. Par la suite, il va continuer à écumer un peu tous les casinos. Il va continuer sa vie de joueur professionnel. De toute façon, il sait faire que ça, et ça lui réussit bien. Donc voilà, il est doué, donc il n'y a pas de raison. Il va ruiner des joueurs, mais réellement ruiner. Il va se faire quand même quelques ennemis. Un jour, par hasard, il va découvrir des ruines d'une vieille civilisation, et grâce à ça, en fait, il va devenir riche. C'est-à-dire que il va récupérer des cargaisons de cristaux, et ça va lui faire une petite fortune, et ça va lui permettre d'acheter une affaire de speeder d'occasion, de revente de speeder d'occasion sur Nar Shaddaa. Et il va s'établir un petit peu comme ça avec un ami à lui, c'est un droïde d'ailleurs, j'ai oublié le nom. Oui, c'est vrai que Lando a quand même le sens des affaires. Oui. Il gère. Il est très bon, c'est un bon financier. Je veux dire, c'est un joueur, il sait ce qu'il peut parier, il a le sens de l'investissement. Oui, clairement, c'est un parieur même dans ses investissements. Des fois, il n'est pas forcément sûr que ça marche, mais en même temps, il parie sur le fait que ça a marché, quoi. Voilà. Sauf qu'il perd en fait son affaire de speeder, puisque l'Empire va assiéger Nar Shaddaa pendant une petite période, et il va perdre en fait son affaire bêtement. La moitié de son stock sera détruit. Il est un peu coincé, il n'a pas vraiment envie d'avoir affaire à l'Empire, donc il va repartir s'enrichir dans les casinos. Il va croiser Yann et Chewie plusieurs fois, et il va même les aider dans certains cas pour participer à des opérations de contrebande. Voilà. À cette époque, Yann est déjà poursuivi, puisque par les chasseurs de primes, notamment Boba Fett, puisqu'il a déjà largué la cargaison de Jabba.
ça venait pas d'arriver, et il se retrouve un peu coincé à chaque fois par les chasseurs de primes. Donc voilà. Et un jour, Yann et Lando prennent part au même tournoi de Sabacc qui a lieu sur la Cité des Nuages. Bon, ça n'a pas de rapport avec le fait que Lando devienne administrateur, non, pas tout de suite. Et c'est tous les deux des joueurs de très gros niveau. Et ils vont arriver en finale. Et lors de la finale, quasiment tous les joueurs en fait de la Cité des Nuages se retrouvent à voir. Voilà, sont devenus spectateurs de ce duel au sommet, puisque c'était deux très très gros joueurs, hein, notamment. Et ça va être un spectacle absolument monstrueux. Et c'est au cours de cette partie que Yann remporte le Faucon Millenium. D'ailleurs, et que donc du coup et que Lando le perd. Un peu plus tard, Lando rejoue au Sabacc contre le baron Raynor, qui est qui était l'actuel administrateur de la Cité des Nuages. Il était vraiment détesté en fait par tous les gens de la cité, parce que la gestion était vraiment pourrie, il se comportait mal avec les employés, et pour les employés, c'était le pire administrateur qu'ils avaient eu depuis des dizaines d'années. Donc et Raynor avait vraiment aucun sens des affaires, et quand il met en jeu justement le titre d'administrateur de la Cité des Nuages, Lando se retrouve coincé, il n'a pas les fonds pour continuer. Donc soit il se couche, alors c'est un peu un coup déloyal parce que c'est facile de mettre quelque chose de très gros sur la table qui empêche ton adversaire de continuer, sauf que tous les ouvriers de la cité vont se cotiser pour apporter une somme suffisamment conséquente à Lando pour qu'il puisse continuer et remporter donc cette partie de cartes. Et c'est comme ça en fait que Lando devient le nouvel administrateur de la Cité des Nuages. Il la transforme assez rapidement. Il fait construire des hôtels, il développe énormément le tourisme et les jeux d'argent, ce qui fait que ça devient une exploitation, en plus de l'exploitation minière d'origine, ça devient une sorte de... ça devient un endroit touristique voilà, très apprécié. Touristique. En fait, il arrive vraiment à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce que c'était simplement à la base, quoi. Donc les profits s'envolent du coup, parce qu'avec cet apport de tourisme, il y a des brassages d'argent monstrueux. Voilà. Et donc du coup c'est tout pour Lando. Voilà. Voilà. Donc par la suite, donc on apprend que Vador torture Yann exclusivement en fait pour attirer Luke Skywalker. Il lui pose pas de questions en fait. C'est d'ailleurs ce que Yann dit, c'est ils m'ont même pas posé de questions, pour la simple et bonne raison que Vador veut simplement que Luke ressente à distance la douleur de c'est Yann. C'est vraiment pour le piéger, hein. C'est vraiment, voilà. Il n'y a pas d'autre but, et c'est pour ça qu'en fait les autres personnages l'ignorent en fait, vraiment ce but. Du coup ils se disent juste il m'a pas posé de questions, ils ne comprennent même pas pourquoi il veut piéger, juste avant que Lando arrive et dise qu'il veut justement piéger Luke. Voilà. Donc après Yann sera pris dans la carbonite. D'ailleurs, petite anecdote de tournage assez rigolote. Quand Leia lui dit je vous aime et qu'il répond je sais. À l'origine, il devait pas répondre ça. Simplement qu'ils se sont creusé la tête pendant plusieurs heures en fait, parce qu'ils trouvaient que je vous aime aussi, ça correspondait pas au personnage, parce que quand on dit je vous aime et je vous aime aussi, celui qui répond après a une sorte de désavantage. Il ne fait que répondre. Il a pas pris l'avantage sur la discussion. Et Harrison Ford a dit je sais. Et ça a tellement surpris les gens qu'il y en a qui ont dit non mais vous pouvez pas finir la scène comme ça. Et le réalisateur, qui n'est pas George Lucas sur ce film, qui est Irving Kirchner, a dit c'est bon, on la tient. Et c'est vraiment une phrase qui colle vraiment au personnage de Yann Solo, qui est le gentil vaurien, quoi. C'est son arrogance qui parle en disant je sais. C'est
Enfin, comme si ça allait, comme si c'était évident. Alors que, enfin, tout le long du film, du coup, enfin, il y a des situations où ils se cherchent tous les deux. Elle-même, elle n'ose pas avouer vraiment qu'elle l'aime. Ouais. Je veux dire, Leia hésite vraiment. Elle a sa fierté, elle fait quand même partie de la noblesse aldéranienne. Tomber amoureuse d'un petit contrebandier. Puis même, c'est un petit vaurien, et rien que pour ça, enfin, elle se dit, enfin, elle sait qu'elle a des sentiments pour lui. Déjà parce que c'est devenu quelqu'un de bien pendant ces 3 ans, en fait. Oui. Alors qu'avant, c'était clairement plus un. C'était un contrebandier qui était intéressé par l'argent. Et mais elle n'arrive pas à l'admettre. Rien que limite, c'est plus pour emmerder Yann qu'autre chose, presque. Et du coup, là, enfin, elle lui avoue ça et. Parce qu'elle a peur. Elle a peur pour lui. La seule chose qui se trouve à dire, c'est je sais. C'est comme si c'était, enfin, comme si c'était l'évidence même. Quoi. Voilà. Et donc Yann est donc emprisonné dans la carbonite et livré à Boba Fett, qui a lui pour but de le livrer à Jabba. D'ailleurs, petite erreur de traduction, ils disent Jabba le forestier. Ils ont traduit The Hutt. On va savoir. C'est pas la première de la VF. Hein. Et tu vois que Pizza Hut, ça veut dire pizza forestière? Faudrait qu'on leur pose la question. Donc non, c'est tout. Il est livré. Lando retourne sa veste. En fait, il a très vite compris que. Bah, le problème, c'est qu'en fait, les accords à la base étaient assez clairs. C'était, il leur livrait Luke, enfin, il leur permettait de leur livrer Luke, et du coup, ils pouvaient rester avec Chewbacca, Leia et Yann sur Bespin. Ils auraient pas dû, ils auraient dû y être condamnés, on va dire. Enfin, ils auraient ne plus partir. Mais de base, voilà, c'était ça. C'était l'accord qu'il avait avec l'Empire. Là, l'Empire déjà lui dit que Yann sera livré à Boba Fett. Ouais. Du coup, il se dit bon bah c'est un autre verre, mais tant pis, au moins je pourrais protéger Leia et Chewie. Enfin, Leia et Chewie. Mais ça l'emmerde quand même parce que c'est quand même son ami. C'est un de ses amis. Mais il se dit, enfin, c'est pour ça que quand du coup Darth Vader balance encore qu'il risque de le tuer en le congélant avec la carbonite. Et Lando essaie de tiquer en disant vous l'avez dit qu'il lui arriverait rien. Mais voilà, il reste encore ça. Et du coup, ça escalade à chaque fois. En fait, Abra, il demande même à récupérer Leia et Chewbacca. Là, il se dit c'est plus possible. Si ça continue, de toute façon, je vais me la prendre bien profond. Du coup. Mais il a plus rien à perdre. De toute façon, il sait très bien que ça empire d'heure en heure et il sait que ça va continuer à empirer. Et du coup, il se dit quitte à me faire avoir, autant essayer de m'en sortir maintenant. Comme il l'explique au début, la Cité des Nuages est absolument pas contrôlée par l'Empire. Il existe, comme le dit Leia, la Guilde des Mines, qui est une sorte d'organisation qui regroupe toutes les exploitations minières de la galaxie et qui est contrôlée plus ou moins par l'Empire. L'exploitation de Bespin étant trop petite, elle a aucun intérêt à s'affilier à la Guilde des Mines, surtout que la majeure partie de son profit vient non pas de l'exploitation minière, mais du coup des hôtels et des casinos qui ont été implantés. Et c'est pour ça que l'Empire s'est jamais vraiment intéressé à ça. C'était une destination touristique. Elle n'avait pas de ressources à apporter. Voilà, enfin, je veux dire, s'il avait besoin de ressources, il pouvait l'acheter. Il n'y avait aucun souci à, manipuler une planète de cette importance, qui était vraiment, enfin. Voilà. Alors que finalement, vu que l'Empire maintenant est sur la cité, il sait très bien qu'il menace Lando clairement d'intervenir. Il récupérera pas sa cité. Voilà, c'est fini. Mais maintenant qu'ils y sont, voilà, pourquoi pas y rester, quoi. Voilà, c'est ça. À l'époque, ils n'avaient aucun intérêt à y aller. Il le menace au début, mais clairement, du coup, c'est pour ça que au moment d'évacuer, il prévient l'Empire est en train de prendre le contrôle, évacuer. Voilà. Il demande à tout le monde de quitter la Cité des Nuages parce que tout le monde était là, parce qu'ils étaient quand même tranquilles et un peu à l'abri de l'Empire. Je veux dire, ça arrangeait tout le monde. Maintenant que l'Empire les surveille, il y a de fortes chances déjà que tous les jeux d'argent et autres soient contrôlés, voire même régulés et interdits. Du coup, il n'y aura plus non plus une liberté d'action totale. Et du coup, il préfère prévenir à tout le monde qu'il vaut mieux évacuer. Ouais. Et donc Lando en fait retournera complètement sa veste pour finalement rejoindre l'Alliance, puisqu'on le voit à la fin du film partir. Le Faucon Millenium est accroché à un des croiseurs. C'est à la navette. C'est le croiseur médical en fait de l'Alliance qui leur annonce qu'ils vont chercher
Yann et qu'ils ont rendez-vous sur Tatooine pour le libérer. Parce qu'ils savent en fait que Jabba est sur Tatooine. Parce que bon, je veux dire, Luke ayant habité sur Tatooine, il pouvait pas l'ignorer que Jabba était là. Parce que c'était quand même quelqu'un de très important. La République n'a... Ah oui, bah clairement, Jabba c'est un Hutt quand même. C'est un seigneur du crime, quoi. Je veux dire, enfin, il est pas ignoré, tout le monde sait que c'est lui. De toute manière, Yann a dû en parler pendant 3 ans à se faire pourchasser par les chasseurs de primes. Je pense qu'il a dû parler un peu de qui le pourchassait et pourquoi. C'est assez drôle que Jabba se trouve sur Tatooine parce que c'est vraiment tout ramène en fait à cette planète. Anakin y a grandi, Luke y a grandi, Yann y a fait des escales parce que il était en tant que contrebandier au service de Jabba. Pourtant, Tatooine est l'un des plus endroits plus connus de la galaxie. Même Leia, quand elle est menacée, quand Alderaan est menacée de destruction, elle annonce que il y a eu une base rebelle sur Tatooine. Alors c'est pas Tatooine, c'est Dantooine, il me semble qu'elle dit. Tatooine. Ah, peut-être. Et quand ils y vont, ils s'aperçoivent qu'il y a bien eu une base, mais que ça fait longtemps qu'elle a été désertée. Ils sont à Dantooine, je crois qu'elle dit. Oui, sur Tatooine, oui. Non, Dantooine. Tatooine. Je sais pas. Après, c'est peut-être juste moi qui m'a compris. Peut-être une petite erreur de traduction. Mais de toute façon, on sait qu'il y a 2 planètes, Dantooine et Tatooine, qui existent. Hein. Donc c'est pas. Après, l'une ou l'autre, c'est pas bien gênant. Voilà. Donc, et c'est la fin du film, donc en fait la séparation, Luke récupère ça, se fait couper la main. Bah, on va peut-être parler de ça aussi, comment ça arrive. Le duel, est-ce qu'il est réellement important? Alors, le duel en soi est pas très important. Et on peut voir du coup, les histoires de ces 2 personnages, qui sont quand même centrales. Je veux dire, on voit, les histoires sont centrales. Oui, pardon. Vas-y, continue. Oui, quand même. Bah, on peut voir du coup le combat. Alors, l'importance de ce combat en lui-même n'est pas très très important. Ce qu'on voit surtout, c'est que Darth Vader utilise la force pour combattre, en envoyant du coup plusieurs objets sur Luke. Donc on voit du coup l'utilisation de la force vraiment d'un côté très pratique. La première fois qu'on le voit, c'est quand il récupère le blaster de Yann. Effectivement. Quand Yann lui tire dessus. D'ailleurs, il voit même qu'il arrive à dévier les tirs de laser. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, il y a des suppositions, mais ça fait partie de l'univers étendu également, que je viens de m'en rappeler. On va reparler de Corran Horn encore une fois. Encore et toujours. Encore et toujours, non, parce qu'il deviendra très important. Il deviendra très important. C'est un Corellien, hein, comme Yann Solo. Donc ça donnera un personnage très très important par la suite, aussi bien pour la Nouvelle République que pour les Jedi, puisqu'il deviendra à la fois un pilote de X-Wing, un Jedi accompli, et également le beau-père, le beau-fils, le gendre d'un des pires contrebandiers de la galaxie. Donc, mais bon, c'est un détail, on verra ça plus tard. En fait, certains Jedi avaient la capacité d'absorber l'énergie. C'est-à-dire que quand ils prenaient un tir de blaster, ils pouvaient absorber cette énergie et la dissiper sous différentes formes. Ils subisaient quand même des dégâts physiques parce que l'énergie n'était pas concentrée en un point, elle était répartie dans le corps. Donc les dégâts étaient vraiment très minimes. Mais bon, ils ne pouvaient pas non plus prendre un tir de canon à ion, ça aurait été un peu fatal. Le père de Corran Horn et la famille Horn, la lignée Horn Jedi en général, avait cette particularité de pouvoir convertir en fait l'énergie. Et ça vient de cette scène-là où on voit Vador arrêter le tir de blaster. Donc il dit on peut arrêter l'énergie avec la force. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Il faut savoir que Vador il a quand même une main mécanique. Voilà, donc c'est simplement, il met la main, il a juste le réflexe de mettre la main. À mon avis, je pense qu'en fait, il dévie un peu le rayon pour que ça lui arrive dans la main. Clairement, à mon avis, c'est plutôt ça. Il utilise la force pour. Il peut pas dévier le rayon réellement. Il dévie pas le rayon, juste il l'encaisse. Il a un bras mécanique, il s'en fout de prendre des coups dessus. Voilà, il sait que ça peut être remplacé. Voilà, c'est assez remplaçable. Puis bon, je veux dire, c'est dommageable. C'est pas non plus un tir de blaster lourd. Hein. Non, mais le père de Corran Horn va réussir à le père biologique, qui est un Jedi. J'en avais déjà parlé dans le passé, puisqu'il affronte dans un des anciens épisodes, il affronte une sorte de secte Jedi. C'est dans
durant la guerre des clones, je crois, ou peut-être un peu avant. Donc bref, il affronte une secte et il y a un Sith qui lui plante un sabre laser dans le torse, et il va réussir à convertir l'énergie du sabre laser en explosion. Lui, il est mort de toute façon, il pouvait pas survivre à ça, mais il a réussi en fait dans son dernier souffle à convertir l'énergie du sabre laser en explosion et à tuer en fait le Sith qu'il avait lui-même tué. Voilà. Donc c'était juste la petite anecdote là-dessus. Après, cette scène était surtout là pour marquer le fait que non, on ne tire pas sur Dark Vador, ça sert à rien. Et donc, c'est un personnage très puissant. C'est vraiment juste pour dire que seul un Jedi extrêmement bien formé peut l'affronter. Je veux dire, les plupart du temps, c'est vrai que on voit le méchant, on se dit pourquoi est-ce qu'il ne tire pas dessus. Ce serait un bon moyen de s'en débarrasser. Là, effectivement, il a essayé, ça ne marche pas. Ouais. Et après, donc on voit donc on voit Vador utiliser la force, on va dire à plein régime. C'est la première vraie manifestation de la force qu'on peut voir en combat dans l'histoire. Il va s'en servir pour projeter des objets. Par contre, après, on verra bien plus tard, notamment dans l'épisode 3, que la force peut être utilisée directement, on va dire avec les mains. Quand Anakin et Obi-Wan s'affrontent, ils se font une sorte de répulsion avec la force. Ils essayent de projeter l'autre et du coup ils se repoussent l'un l'autre en même temps. Oui. Là, c'est vraiment une utilisation basique de balancer des objets. On voit pas ça. Je crois que d'ailleurs c'est le seul combat. Je parle de vrai combat. Disons que son but n'était pas non plus de tuer Luke quand il le rencontre du coup pour sa première fois sur Bespin. C'était le but de le neutraliser. Il voulait absolument l'amener du côté obscur pour la simple raison qu'il explique lui-même. Il veut abattre l'empereur et le remplacer. Et pour ça, il se sait ne pas être assez puissant. Il a besoin d'un apprenti en fait. Ouais. Pour être à nouveau 2. C'est vraiment. Il a du coup toutes les marques en fait du côté obscur qui lui dit en fait de cette ambition dévorante qui veut le faire remplacer l'empereur. Tout à fait. Et du coup pour ça il se dit j'aurais besoin de toi, et le fait que ce soit son fils accentue vraiment la chose. L'autre épisode où un Jedi utilise la force comme ça pour projeter, un Sith utilise la force pour projeter des objets sur un autre Jedi, c'est l'épisode 2 avec Dooku qui projette différents objets sur Yoda. Sur Yoda et que sur Yoda ? Ouais, si, je crois que c'est que sur Yoda. Un truc comme ça. Je pense qu'on fera un épisode spécial, peut-être un hors-série là-dessus, sur le parallèle des épisodes. Il faut savoir que les épisodes des deux trilogies sont construits systématiquement de la même manière. Si vous prenez le premier épisode de chaque trilogie, on a la découverte d'un jeune prodige de la Force sur Tatooine qui va être emmené ailleurs, sur nos plaines, donc Coruscant dans l'épisode 1, l'étoile noire, censé être Alderaan et donc l'étoile noire dans l'épisode 4, le mentor qui meurt à la fin. Dans le deuxième épisode, on a le combat final donc entre deux Jedi réellement, ou deux Sith Jedi, cette projection des objets qui est dans les deux épisodes qui est complètement identique, la perte de la main droite et du bras accessoirement par les deux personnages. Les deux Luke et Anakin vont vraiment vivre la même histoire. Ils ont un cheminement extrêmement proche. Ce qui accentue un peu franchement les peurs de Yoda et d'Obi-Wan. Voilà. Mais bon, ça je pense on verra si on fait un épisode spécial là-dessus, si on peut retrouver des parallèles. Mais ça reste quelque chose d'assez significatif. Oui, puis voulu surtout par le réalisateur. Alors, voulu à ce point-là, je pense pas. Je pense qu'après, ils le disent le même dans les commentaires que c'est voulu de faire du coup des parallèles entre ces différents films, que ce soit dans les personnages, par exemple le personnage de Lando qui est un peu un double de personnage de Yann ou des trucs comme ça. Oui, mais de là à ce que les trames d'histoire entre les différents épisodes soient si similaires, oui, c'est voulu. Après, je pense pas qu'ils aient réfléchi au fait que dans l'épisode dans l'Empire contre-attaque, Vador il balance des trucs sur Yoda, sur Luke, donc Dooku va balancer des trucs sur Yoda dans le. Je pense que c'est pas réfléchi à ce point-là. Mais on sait jamais. Hein.
comme disent certains, dans mon expérience, rien n'est jamais dû au hasard. Voilà. Petit retour rapide sur les chasseurs de primes, parce que je pense pas qu'on fasse un truc spécial là-dessus. Les chasseurs de primes, en fait, ils sont organisés en guildes, un peu comme la guilde des mines. Il y a des guildes de chasseurs de primes qui permettent de bénéficier de certains avantages. Par exemple, ils ont des réductions commerciales chez certains vendeurs. Ils sont au courant très rapidement des contrats qui peuvent être sur la tête de certaines personnes. Par contre, Django et Boba Fett ne sont pas affiliés n'étaient pas affiliés aux guildes de chasseurs de primes. Ils préféraient leur indépendance, puisque du coup quand les primes étaient aussi en partie reversées à la guilde des chasseurs de primes. Donc il y avait des avantages en nature parce qu'on avait des réductions, mais d'un autre côté on devait verser un petit peu ces primes. On était très dépendants, il y avait une hiérarchie, ce qui était d'ailleurs la source en fait de la trilogie de la guerre des chasseurs de primes, la trilogie de bouquins là, où justement Boba Fett est un peu en conflit avec la guilde des chasseurs de primes. Il la rejoint à un moment parce qu'il n'a pas le choix, mais bon, ça l'emmerde pas mal quand même. Voilà, donc c'était juste le petit parallèle. Et on finit donc le film sur l'Alliance en mouvement, où finalement l'Alliance n'aura plus de base opérationnelle fixe, comme ça fut le cas pour Hoth ou Yavin. Mais maintenant ils vont... Non, puis on voit enfin aussi les moyens dont dispose l'Alliance, parce que jusqu'avant on voyait que des petits chasseurs, quelques vaisseaux de transport, et là enfin on voit de vrais vaisseaux qui du coup, c'est un moyen de montrer dans le film du coup ce qui pourra se passer dans le 3 en fait. L'Alliance, dans le 6. L'Alliance prend de l'importance en comparaison du premier film, où effectivement on avait des petits chasseurs. Là, et avec la destruction de l'étoile noire, énormément de populations, notamment des populations extraterrestres, puisque l'Empire est vraiment xénophobe, donc beaucoup de populations extraterrestres ont rallié l'Alliance, donc notamment les Mon Calamari, les Botanes également, donc de la planète Botawi, tout simplement parce qu'ils étaient opprimés par l'Empire et qu'ils ont vu que maintenant l'Empire était vulnérable et que c'est le moment de frapper fort. Voilà. Donc c'est la fin de cet épisode sur l'Empire contre-attaque. Prochain épisode donc sur le retour du Jedi et sur le livre Shadow of the Empire, qui résume globalement ce qui s'est passé entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Donc bien sûr on tient toujours à remercier les gens qui nous suivent, qui nous laissent des commentaires. Pas de questions cette fois-ci? Pas de questions? Non, pas de questions. Ah non, on a oublié un truc. C'est pas la fin, pardon. On a oublié les médias. Et oui. Alors, en fait, on peut voir différents décors on va parler surtout jeux vidéo. Parce que ce que je trouve que c'est le plus intéressant, c'est qu'on peut visiter des décors, se balader un peu dedans dans différents univers. Donc déjà dans le jeu Rogue Squadron, premier du nom, sur PC je crois, on peut participer à une reconstitution de la bataille de Hoth. On peut aussi passer au-dessus de la Cité des Nuages. On a une mission à proximité de la Cité des Nuages, donc dans le ciel de Bespin. Donc c'est d'ailleurs un très bon jeu, hein, je le conseille vraiment. On a aussi la visite de la planète Hoth dans Star Wars The Old Republic, le MMO. Et l'évacuation de la base de Hoth, toujours dans Shadow of the Empire, le jeu vidéo pareil sur PC. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans un Jedi Knight, je crois que c'est le 3. Si je dis pas de bêtises... Non, c'est le 2, pardon. Sur le 2, on peut se balader. En fait, on incarne le personnage de Kyle Katarn, qui est aussi un personnage, je pense, dont on parlera un peu plus tard, qui va sur Bespin, en fait, et on peut se balader dans les différents couloirs de Bespin. Il y a même des vaisseaux, ce qu'ils appellent les clouds, c'est les petits vaisseaux rouges, là, avec deux modules. Les cloud pod non, c'est les cloud ou les cloud ship ou twin pod, je sais plus comment ils appellent ça. Il y en a quelques-uns, on peut pas les piloter, mais on peut les regarder. On peut les voir, ils sont là dans les hangars. Je sais pas s'il y a d'autres planètes, d'autres jeux
De mémoire, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres jeux où on peut voir ces décors-là. Disons que la planète Hoth est assez présente dans l'univers étendu, dans plusieurs supports. Bespin aussi, et Dagobah. Dans The Force Unleashed 2, on peut subir l'initiation du côté obscur que Yoda propose à Luke en allant sur Dagobah. Alors c'est vraiment une mission très courte et qui n'a aucun intérêt, je dirais même comme l'intégralité de ce jeu vidéo. Enfin, aucun intérêt. Autant le premier était sympa. Ouais, autant j'ai joué au premier, je suis pas déçu. Non, voilà. Mais j'ai jamais joué au second. Non, le second est vraiment complètement inintéressant. C'est 5-6 mondes supplémentaires où on fait que avancer et répéter des gestes complètement systématiques. Il n'y a pas réellement d'histoire, contrairement au premier. Donc c'est pas spécialement intéressant. Voilà. Je crois que c'est tout. Si j'ai parlé tout à l'heure des BD aux éditions Delcourt, donc pour la révélation du nom de Skywalker à Vador, donc c'est bien dans Vador le côté obscur, toujours aux éditions Delcourt. En bouquin, il n'y a rien. Il y a quelques bandes dessinées, des vieilles bandes dessinées qui sont faites un peu à la manière des comics américains, à peu près le même style graphique, qui sont publiés chez. Alors c'est republié chez Delcourt dans le Star Wars BD Magazine, il me semble, et aussi aux éditions Dark Horse. Par contre, c'est des éditions anglaises dans Star Wars Tales, qui sont des bons bouquins aussi, assez sympas. Qui font un mix d'ailleurs entre des récits de l'univers étendu et des récits comiques un peu qui ont pas vraiment trait à l'univers étendu, mais qui sont des parodies d'événements assez rigolos. Voilà. Et là, c'est réellement la fin de l'épisode, parce qu'on n'a rien d'autre à dire, on arrive à la fin de l'affiche. Donc toujours merci à tous ceux qui nous suivent. Donc si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Donc je laisserai le lien dans le descriptif dans le commentaire de l'épisode sur le blog, donc starwars-podcast.com. Donc là, bien sûr, vous pouvez nous laisser des questions ou poster des commentaires sur ce blog-là. Sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur Twitter @GaryCover, bêtement. Et je crois que c'est tout. On n'a pas d'autres solutions. Et sur iTunes, bien sûr, forcément, puisqu'on est publié sur iTunes. Oui, parce que moi, comme d'habitude, on peut pas me connecter. Non, Durs est un site, il reste caché. Tiens, d'ailleurs, j'ai pensé à un truc à la con. Lando, c'est le seul personnage qui a une. Hormis Dark Vador, hein. C'est le seul personnage qui a une cape. En même temps, les capes. Ouais, mais ça me fait bizarre. Pourquoi il y a une cape? C'est pas Batman? C'est pour le style. Ça lui donne un genre. Bah ouais, carrément. Donc voilà. Donc merci à tous et bonne journée ou bonne soirée. Mais écoutez, à la prochaine.